Bonjour à tous et bienvenue sur le premier podcast de l'association Talk to Me. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis de donner la parole à Hugues pour qu'il nous raconte son parcours particulier et comment il a retrouvé la force de se relever et un élan vital dont il a été privé malgré lui. Donc nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui, Hugues, et nous avons le plaisir de te donner la parole. Merci Stéphanie de proposer déjà ce podcast. En effet, c'est un témoignage, une expérience qui est ce qu'elle est, qui est assez intense, peu banale. Et donc, je suis ravi de pouvoir la partager et surtout dire que cette expérience, elle est nourrie de beaucoup de conversations avec d'autres patients rencontrés lors de 10 hospitalisations psychiatriques donc en 2 années, la dernière ayant été la seule finalement qui me permet de rebondir. Voilà, donc moi ce que je souhaite apporter au-delà de cette expérience personnelle, c'est un éclairage dont peut-être un grand nombre de personnes dans la souffrance pourra se saisir ou pas euh, pour, pour trouver, euh, euh, pour trouver des pistes sur ce chemin très hasardeux. Mais nous sommes ravis de donner la parole et d'avoir la possibilité aussi d'entendre un témoignage comme le tien, parce que comme on le sait trop bien souvent avec Audrey et les rencontres qu'on peut faire au sein de l'association, la prise de parole est très difficile. Un coming out entre guillemets peut être très compliqué, et on te remercie de nous permettre d'entendre ton parcours et de comprendre peut-être un petit peu mieux ce que vivent de l'intérieur les personnes qui souffrent de cette pathologie. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment les phobies d'impulsion ont commencé à apparaître? Alors, donc aujourd'hui j'ai 42 ans, il y a tout juste 4 ans en fait, j'avais 38 ans, c'est apparu de manière extrêmement brutale. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour mesurer qu'en fait il y a eu un très mauvais alignement de planètes lors de cet été 2019 avec plusieurs facteurs d'ordre professionnel, affectif, sentimental, la mort, la naissance, voilà. Tout ça s'est concentré finalement en 2 ou 3 semaines, et puis un soir, en quelques minutes, de manière très brutale et trop brutale pour que je sache quoi en faire, il y a des pensées intrusives qui sont apparues. Voilà, donc des pensées intrusives, tout le monde en a. Ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, dans un moment de grande fragilité, dans mon cas en tout cas, pour moi, à qui c'est arrivé tardivement, même si je mesure bien qu'il y avait un terrain anxieux, en fait, à ce moment-là, il y a une période de fragilité où les pensées intrusives, finalement, accrochent. Et dans la panique, on fixe dessus, on bloque sur cette. Moi, j'ai bloqué sur cette douleur. Et voilà. Et c'est le démarrage d'une pathologie qui, malheureusement, dans mon cas, va devenir très intensive, trop pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Et là, voilà, c'est vrai que quelque chose se passe, une grande panique qui s'est manifestée en fait immédiatement par une peur irrépressible, absurde de mourir seul, loin de ma femme et de mes enfants. Et donc la situation dans laquelle je suis aujourd'hui est presque ironique par rapport à ce qui s'est passé au départ. Quand as-tu pris conscience en fait que c'était quelque chose entre guillemets qui pouvait être une souffrance, en fait, une pathologie? Tu as pris de suite conscience de ça? Alors en fait, il m'a fallu, oui, très peu de temps pour en prendre conscience.
vu la brutalité des symptômes, c'est vrai que tout d'un coup, on ne sait pas quoi en faire. Il y a plus que l'anxiété, il y a vraiment la panique à bord. Ce sont mes premiers mots quand j'ai vu le premier psychiatre chez qui je me suis réfugié, panique à bord. Et donc, oui, en fait, il y a un moment comme un vide, et j'en ai parlé. Donc ça, c'est la prise de conscience. J'en ai parlé la nuit même à mon entourage et notamment à mon épouse en disant attention, là, il y a quelque chose qui cloche. Donc cette prise de conscience, elle est immédiate. La prise de conscience du trouble pathologique qui va s'installer, on l'imagine. Moi, je pouvais pas l'imaginer à ce moment-là. Et la prise de conscience est venue assez rapidement. Et malheureusement, très malheureusement, peut-être à cause de mauvais choix thérapeutiques, en fait, il y a quelque chose après, un sentiment d'incurabilité qui s'est installé. Donc voilà, prise de conscience en plusieurs étapes. Alors, Hugues, ce qui est assez impressionnant, en fait, c'est cette arrivée soudaine et fulgurante, en fait, de ces pensées, comme si d'un coup, le cerveau se mettait à générer tout ça sans en avoir l'habitude. Comment qu'est-ce que ça a influencé dans ta vie à ce moment-là, dans tes relations, dans ton travail? Comme tu dis, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau euh, de manière très brutale. Et, euh, et, et voilà, donc il y avait certaines thématiques qui se sont installées très rapidement, qui sont de l'ordre de la phobie d'impulsion, ce qu'on appelle, c'est un terme que j'ai découvert, les pures O pour pure obsession, sans rituel visible en tout cas au départ. Et donc, avec toutes ces thématiques, moi, c'est comme si le monde s'écroulait autour de moi et toutes les sphères de ma vie qui se trouvaient impactées. Travail, famille large, femme, enfant, amis, euh, centre d'intérêt, loisirs. En fait, tout d'un coup, tout s'écroule. Et donc, évidemment, c'est très déstabilisant. Et voilà, donc, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire de ce cerveau. J'en reviens au cerveau qui déraille sur un mode peur excessif. Et là, je fais une tentative d'explication technique, en fait, qui est, je crois, assez commun à toutes les personnes dans cette souffrance des obsessions. C'est qu'en fait, on a une réaction de peur, mais face à quelque chose d'irréel. Sauf que la peur, elle engendre des effets physiques. La panique, avec le cœur qui bat, et l'absence de réflexion. La peur, c'est la fuite avec une absence de réflexion. Quand le danger est réel, on sait où aller, on fuit. Quand le danger est irréel et qu'il est juste dans la tête, tout d'un coup, on rentre dans un enfermement et un bocal sans fin, avec ses réactions physiques. Donc voilà, enfin, pour moi, l'influence, c'est tout ça. À l'extérieur, c'est toutes les sphères de ma vie, et dans mon corps, c'est en fait, tout commence à être déréglé, puisque le cerveau, bien entendu, se met à envoyer, enfin, ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais à envoyer des messages erronés au reste du corps. Alors, contrairement à beaucoup de personnes qui ont des TOC ou des phobies d'impulsion, tu as de suite en fait pris conscience qu'il fallait consulter quelqu'un, en parler, exposer en fait ton problème, contrairement à beaucoup d'entre nous qui ont peut-être cette peur et cette honte au début. Tu as eu confiance aussi, on va dire, dans le corps médical. Tu as voulu de suite essayer en fait d'entamer un processus de rétablissement et de consulter donc un psychiatre. Oui, ouais, c'est tout à fait ça. Bon, il y avait un terrain dans ma famille, comme il en existe dans beaucoup de familles, un terrain anxieux. Là, c'était d'une telle intensité qu'en effet, je me suis tourné vers un monde que je ne connaissais pas du tout. C'est celui de la psychiatrie. Et ce choix, il était lié au fait que j'ai su que tout de suite, il fallait faire quelque chose. C'était mon cas, et en effet, j'ai mesuré, en discutant par ailleurs, que d'autres personnes ont d'autres réactions. Chacun a les siennes, finalement. Il y en a d'autres qui sont, je dirais pas dans le déni, c'est plus dans l'idée
dans l'idée, mais qu'est-ce que je fais? Que je ne peux pas en parler, c'est honteux, c'est culpabilisant, etc. Bon, moi, ça a été ma réaction avec tout ce que ça suppose de aussi honteux et de sentiments de culpabilité. Mais oui, moi, tout de suite, psychiatre. Alors là, il y a un diagnostic qui tombe, qui fait mal, on n'attendait pas, et direct, un début de médicamentation. Ça, je reviendrai dessus. Alors, est-ce que tu peux nous parler donc de ton expérience dans le service psychiatrique et ton expérience vis-à-vis des médicaments? Oui, bien sûr. Alors, je me souviens donc en effet de ce réflexe qui peut-être n'a pas été le bon. Je le mesure aujourd'hui avec un vertige immense. En tout cas, ça a été mon réflexe. Je me souviens aussi à l'époque qu'une personne, un médecin du travail, hein, qui a priori n'était pas sensibilisé ou qui ne connaissait pas ce trouble, en fait, en me voyant physiquement, avec la terreur dans les yeux, il m'a dit: «Monsieur, vous vous arrêtez tout de suite, c'est-à-dire vous faites pause, sinon ça risque de mal tourner». Bon, pour des raisons de contexte à l'époque, où voilà, de par mes fonctions, je ne pouvais pas m'arrêter. Il y avait beaucoup trop de facteurs qui faisaient que je devais tenir ma place, ma position. Je n'ai pas fait cette pause. Et du coup, psychiatrie. Et là, j'ai mis le doigt dans un engrenage que je mesure aujourd'hui infernal. Infernal. Et je dis ça parce que euh, après plus de 3 années de maladie et un parcours peut-être sur lequel je reviendrai en partie, après 3 années de maladie et suite à malheureusement plusieurs erreurs médicales, j'ai été en contact avec un avocat qui m'a dit, vous savez, la psychiatrie, un avocat qui œuvrait, qui exerçait dans le domaine de l'erreur médicale. Il m'a dit, vous savez, parfois la psychiatrie en France peut faire vraiment de bonnes choses, peut vraiment aider, peut soigner. Par contre, quand ça tourne mal, ça peut devenir absolument catastrophique. Malheureusement, moi, en mettant le doigt dans cet engrenage et en faisant des choix, enfin, qui étaient presque des non-choix, parce que quand on bascule là-dedans, on ne sait pas où aller. Il n'y a pas de panneau d'indication, hein. On se débrouille. Et malheureusement, moi, je suis rentré dans ce que beaucoup décrivent, hein, une errance thérapeutique importante. Et l'errance, c'est l'erreur, malheureusement. Et moi, j'en ai fait beaucoup. Il y a une petite chose que je voudrais soulever, en fait, quand on t'a le premier psychiatre qui t'a dit, en fait, de quelque part de lever le pied, je pense que c'est quelque chose d'important parce que souvent, les personnes font tête baissée en imaginant qu'ils vont pouvoir supporter tout, supporter la vie de famille, supporter le travail, supporter l'arrivée de la maladie, ce qui n'est pas du tout le cas. Et je pense que c'est très important à un moment donné d'accepter aussi que malheureusement, quand on a une maladie qui s'installe, quelle qu'elle soit, physique, psychique, une maladie physique, on va être arrêté pour pouvoir se reposer. Donc, il faut vraiment prendre conscience qu'on a un droit aussi de se mettre en recul de son travail, de beaucoup de choses pour pouvoir aussi rentrer un peu mieux dans une thérapie, dans quelque chose, en ayant l'esprit un peu plus calme et posé. Ce qui n'a pas été ton cas, en fait, puisque comme beaucoup, tu as continué à vouloir, en fait, rester dans cette dynamique de vie. Bah, en fait, c'est exactement ça. Et là, il y a un paradoxe assez étonnant. C'est que, bon, moi, en ce qui me concerne, 4 ans de manière très intense, ça fait quelques semaines que ça s'allège un peu. Mais en fait, il m'a fallu 4 ans pour réaliser, pour prendre conscience que je ne m'étais pas écouté. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, quand ça intervient de manière assez brutale, et c'est pas que le TOC, hein, c'est, j'imagine, le burn-out, la dépression soudaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire pause. Je corrige ce que tu as dit en début de question. C'est pas un psychiatre qui me l'a dit. Le psychiatre, comme les autres, il m'a dit médicaments. On tient, on y va. Comme me disait tout mon entourage. C'est un médecin du travail, ceux dont parfois on estime que ce ne sont pas les plus compétents. Le médecin du travail m'a dit arrêtez-vous. Et je n'ai pas su l'écouter parce que je ne me suis pas écouté moi. Et en fait, j'ai fait face. Bon, je voulais m'accrocher.
c'était le message que tout le monde me renvoyait. Mais j'ai fait face en fait à une pression générale qui est peut-être finalement celle de la société, c'est faut tenir, faut bosser, c'est ça qui va vous sortir du truc, faut s'occuper l'esprit, etc. Sauf qu'à ce moment-là, on ne se rend pas compte, encore une fois dans beaucoup de pathologies que je viens de citer, on ne se rend pas compte qu'on est en train de commencer à cramer, quoi. Et moi, c'est cette prise de conscience, il m'a fallu 4 années pour le faire, et honnêtement, je ne m'attendais pas une seconde, j'imaginais pas une seule petite seconde vivre ce qui s'est passé ces 4 années. Donc en effet, comme tu dis, c'est ça, c'est ça va pas, pause, 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 plutôt que de se tenir, en fait, de rentrer dans une mauvaise spirale où en fait il y a beaucoup de médicaments qui vont être installés pour tenter de faire tenir la bête. Alors que la bête, elle a juste besoin de s'arrêter. Donc, à la suite de cette prise de conscience et ce début du trouble, comment es-tu arrivé à passer par les services psychiatriques? En fait, on mesure que dans la peur immense, donc il faut faire quelque chose. Psychiatre, médicamentation, puis bon, il n'y a pas grand-chose qui marche, hein, et ça, on voit vite que les médicaments ne font pas des miracles. Et donc, on commence à voir plusieurs praticiens, parce que j'ai dû déménager, parce que tout ça, avec toutes les sources de stress que ça comporte, que j'ai déménagé plusieurs fois, mais là c'était un facteur supplémentaire. Donc, psychiatre qui, face à la force du trouble et aux idées noires qui les accompagnent, m'a dirigé à Paris. À Paris, dans un hôpital où il y a une équipe qui exerçait, enfin que plutôt aujourd'hui, je dirais qui sévissait, qui était donc soi-disant spécialisée dans la prise en charge des troubles obsessionnels compulsifs et des dépressions qui l'accompagnent. J'aurais jamais imaginé ce qui aurait pu se passer. Donc j'ai été adressé à la Pitié-Salpêtrière. Et donc là, je ne tournerai pas autour du pot. J'ai été extrêmement mal pris en charge. Sauf que j'ai pas pris conscience de ça. J'ai pas pris conscience parce que dans la détresse, je pense que c'est sûrement le cas peut-être de beaucoup de monde, j'ai remis ma confiance, et peut-être de manière trop aveugle, j'ai remis ma confiance aux médecins qui se présentaient comme des spécialistes. Et Juste ça, une petite parenthèse peut-être pour faire comprendre aux personnes qui nous écoutent en fait ton parcours. Au moment où la maladie s'est déclenchée, tu étais en Guyane. Oui, tout à fait, c'est ça. J'étais Voilà. en Guyane, voilà, j'avais une vie heureuse avec un poste qui m'intéressait, de direction dans un domaine qui m'intéressait beaucoup, des amis, la famille. Je dois dire que le ciel était assez serein. Et donc, en fait, cette pathologie, voilà, en Guyane, j'ai bien vu que bon, les services psychiatriques sont pas particulièrement attirants. Et du coup, la fin de mission, le déménagement est dans un endroit que je ne connaissais pas, qui a priori ne me plaisait pas, mais les circonstances ont fait que j'ai dû partir là-bas. Et du coup, après, adressé à Paris. Et là, là, oui, une prise en charge désastreuse qui, si on parle de prise en charge dans les services psychiatriques, moi je fais le constat qu'en 2 années, fin 2020, fin 2022, j'ai fait 10 hospitalisations en psychiatrie, dont une année en 4 séjours, répartis en 4 séjours, à la PHP Paris-La Salpêtrière. Et là, je le vois après coup, j'ai traversé l'enfer. L'enfer dans tous les domaines, humain, environnement, euh, etc. Et en fait, je, je, je fais un constat simple sur le désastre. C'est pas que personnel. Encore une fois, c'est nourri de beaucoup, beaucoup de témoignages. Je mesure le désastre de ce qu'est la prise en charge des troubles psychiques, hein, pas des TOC uniquement, mais des troubles psychiques quels qu'ils soient, dans l'hospitalisation publique en France. C'est parfois vertigineux
de constater combien des personnes qui se disent médecins se sont complètement éloignées des bases de leur vocation, qui est le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, c'est simple. On le trouve d'ailleurs sur le site web du Conseil national de l'Ordre des médecins. C'est un texte qui fait une page, qui est relu, adapté, si on peut dire, régulièrement. Ce texte qui fait une page rappelle ce qu'étaient les bases de la médecine ancienne. C'était le soin. J'ai retenu quelques mots de ce document que je livre. Tout le monde pourra aller le trouver très facilement. Les mots que je retiens, c'est protection, information, humanité, confiance, soin et compétence. J'ai pas vécu ça. J'ai vécu exactement le contraire. La protection, c'est l'enfermement. L'information, elle n'existe pas. C'est une information biaisée qui consiste à pas avertir, à pas apporter l'éclairage au patient sur ce qu'il est en train d'avaler. L'humanité, je suis désolé, dans ces endroits, elle n'existe pas. C'est tout le contraire. La confiance aveugle que l'on remet, elle tourne en une forme d'emprise. Le soin n'existe pas. Et on rentre assez vite dans la gestion de crise, l'expérience, pire. Et donc tout ça m'amène à dire qu'en fait, il y a une incompétence grave. Voilà. Donc, on est loin de ce document. Je sais que les médecins, d'ailleurs, ne prêtent pas serment, comme on peut le faire dans d'autres métiers, ils ne prêtent pas serment. Néanmoins, ils s'engagent moralement, ils s'engagent déontologiquement sur ce texte. Et je crois que beaucoup l'ont oublié et pas lu depuis bien trop longtemps. Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, si on peut dire ça comme ça, la violence, en fait, et la rapidité sur laquelle est arrivé le trouble est à la hauteur de la violence que tu as pu vivre après, en fait, pendant ton séjour en psychiatrie. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On peut mettre les deux en face. Une pathologie intense, pour autant, beaucoup, j'ai encore eu il y a quelques jours, des personnes, des parents, des papas, des mamans qui déclenchent ce genre de phobie d'impulsion avec le même démarrage, hein, c'est-à-dire un mauvais alignement de planète, des gens qui n'avaient pas d'antécédents psychiatriques et qui tout d'un coup, à l'occasion d'un contexte émotionnel pas favorable du tout, déclenchent ce genre de choses. Voilà, moi c'est ce qui s'est passé, peut-être pas fait les bons choix, mais en effet, avec l'intensité de ce trouble, je me suis trouvé en face de personnes qui sont parties tout de suite sur des thérapies violentes. Je ne pensais même pas que ça existait, extrêmement fébriles, et je suis absolument. Moi, c'est les seuls papiers, les seuls supports qui me restent, ce sont les ordonnances pour montrer ce que j'ai avalé en 2 années. C'est effrayant. 10 antidépresseurs, 6 neuroleptiques, enfin, je veux dire, des neuroleptiques qui sont des antipsychotiques, des antihistaminiques, des choses qui sont faites pour potentialiser les effets de l'un, contrer les effets de l'autre, annuler certains effets secondaires. Enfin, on rentre tout d'un coup dans des cocktails qui sont absurdes, qui montrent la fébrilité et l'aveuglement de ces gens-là. Qui ne sont pas dans le soin, c'est pas possible. On ne peut pas avaler un cocktail composé en même temps de 2 antidépresseurs, de 2 neuroleptiques et d'un truc en plus. C'est pas possible. On déclenche des effets secondaires qui sont mécaniques et qui sont désastreux et qui renvoient à une douleur intérieure, à une affirmation de soi qui descend en flèche. Enfin, voilà, mais comme tu dis, oui, une prise en charge aussi désastreuse que ne le sont l'intensité des troubles. Une petite chose qui, voilà, qui me frappe, en fait, c'est la vitesse à laquelle les traitements se sont mis en place. C'est vrai que souvent, on passe par paliers, entre guillemets, on commence à des doses qui sont vraiment minimes. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Comment as-tu vécu les premières semaines dans ce service? Honnêtement, je ne me suis même pas rendu compte de ce qui se passait. La confiance qu'on donne, on croit qu'on est en face des gens qui savent ce qu'ils font. Moi, au bout d'une semaine, électrochoc.
électrochoc, on m'a donné aucune information. J'en ai refait après, dans d'autres endroits, parce qu'en 2 années, j'ai fait en tout 25 électrochocs, 70 séances d'hyper-TMS, plus les cocktails de médicaments qui vont avec. Mais à l'AP-HP Paris-La Salpêtrière, avec un binôme de médecins dont je ne donnerai pas les noms, mais qui se reconnaîtront s'ils écoutent cet enregistrement. Au bout d'une semaine électrochoc, aucune information éclairée, aucun document sur comment ça marche, aucune description claire de ce que l'on espère, un seul mot, monsieur, on va faire reset dans votre cerveau. Voilà. Et donc après, la mise en place d'électrochocs dans des conditions, je trouve, peu humaines. Et voilà, donc après les électrochocs, ben voilà, reset, mais ça ne marche pas dans le cerveau d'une personne souffrant d'obsession. D'obsession notamment, une obsession de la mémoire, parce que quand on annonce aux patients qu'on va faire reset, il y a une peur qui s'installe, c'est de perdre la mémoire. Ce qui me frappe un peu aussi encore, excuse-moi, voilà, voilà, je vais encore te demander, peut-être me répéter, mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un échange thérapeutique avec ces personnes? Est-ce qu'on t'a assis, on a échangé avec toi, on a essayé de comprendre ton vécu, d'où tu venais? Est-ce que tu étais quelqu'un qui prenait des traitements, pas de traitement? Parce que d'après voilà ce que je sais de toi, tu n'étais pas un adepte, jusqu'à même ne pas prendre de Doliprane ou alors exceptionnellement. Donc voilà, tu faisais partie en fait des personnes qui n'avaient pas comme accoutumance de prendre des traitements facilement. Donc, est-ce qu'ils ont eu cette approche en fait pour savoir qui tu étais et à qui est-ce qu'ils allaient administrer ce genre de traitement? Alors, je te remercie de ta question parce qu'elle est absolument essentielle et je le mesure trop tard, mais elle est absolument essentielle dans la prise en charge d'une personne qui souffre de troubles psychiques. On ne peut pas appliquer tout d'un coup, de manière très arbitraire, en 15 minutes, sur le coin d'une table, des traitements qui sont lourds, pas anodins. On touche le cerveau. Et donc, je te confirme qu'à la PHP Salpêtrière, service de psychiatrie adulte, dans des bâtiments qui s'appellent le bâtiment des incurables, la prison de la petite force, la cour des massacres, ben voilà ce qu'on m'a administré, ce que l'on m'a présenté en quelques minutes au dernier étage, dans ce qui était une chambre de bonne du XVIIIe siècle. Enfin, on est dans des conditions assez surréalistes, tout juste un coup de peinture et un linoléum. Ben voilà l'environnement dans lequel on t'annonce que électrochoc. Voilà. Et je te confirme, pardon, je reviens à ta question essentielle. La seule question qui m'a été posée, c'est comment ça s'est déclenché. Certes, j'ai décrit le contexte, le démarrage, le déclencheur, mais en fait, je mesure que c'était extrêmement réducteur comme approche, puisqu'ils ne se sont pas intéressés à qui j'étais avant, à ce que je faisais, au fait qu'il y avait, avec ce déclencheur, comme une rupture avec l'état antérieur. Ils ont tout de suite appliqué des choses qui n'ont fait qu'accentuer cette rupture avec l'état antérieur. Je dis honnêtement aujourd'hui, tout de suite, et je le partage avec dans une immense douleur avec mes proches, les souvenirs de ma vie d'avant sont extrêmement flous. Extrêmement flous. Je n'y ai quasiment pas accès. Donc, voilà, pour conclure sur cette question, la présentation du soin, la prise en compte de la personne, inexistante. On est en face des personnes qui appliquent des choses qui sont basées, on ne sait pas trop sur quoi. Alors, Hugues, je me permets de te poser une question parce que je trouve ça vraiment hallucinant qu'on propose à des personnes de faire des électrochocs. Et est-ce que on t'a prévenu des conséquences des électrochocs ou pas du tout? Écoute, merci de ta question parce qu'elle appelle tout de suite une réponse. Enfin, elle suscite quelque chose chez moi, c'est que on ne m'a pas proposé. C'est-à-dire que ça a été décrété rapidement sur le coin d'une table, avec pour seule information, enfin, seul effet annoncé, c'est faire reset.
oui, on m'a dit qu'il y aurait un effet sur la mémoire récente, mais que celle-ci reviendrait. Donc voilà, mais c'est quelque chose qu'on accepte, que j'ai accepté, pardon. C'est quelque chose que j'ai accepté dans la détresse, Et donc voilà, encore une fois, on m'a pas proposé, je dirais pas qu'on me l'a imposé, bien sûr, on a toujours le Hugues, j'ai le sentiment, avec tout ce que tu nous dis, que quand tu es à l'hôpital, tu n'es plus maître de toi. C'est-à-dire que tu es dépendant du corps médical et tu n'as plus ton mot à dire en tant qu'être humain. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est exactement ça. De toute façon, quand il y a une prise de parole unilatérale et donc, par conséquent, qu'on ne donne pas la parole aux patients, et ben, on se retrouve dans enfin, je me suis retrouvé, hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais je me suis retrouvé dans quelque chose où, en effet, j'ai perdu la maîtrise de moi, l'écoute de moi-même, tout simplement parce que je voulais trouver l'apaisement, je voulais protéger les miens, etc. Donc voilà. Mais en effet, il y a ce sentiment de plus rien maîtriser parce qu'on a remis toute notre confiance à des gens que l'on pense compétents. Ce qui n'est pas le cas, enfin, dans beaucoup de situations, c'est pas le cas. J'ai un autre exemple qui me vient, c'est-à-dire que, en fait, bon, j'ai parlé des médicaments, du traitement par les mots, mais en effet, comme on l'a déjà évoqué hors antenne, si je puis dire, c'est que, comment dire, on bascule dans un autre monde, euh, pas connu, parce que il n'y a aucune caméra qui rentre dans ces endroits-là. Et en fait, on mesure avec le recul que la psychiatrie en France, c'est la préhistoire, quoi. Et qu'il y a des méthodes qui ne changent pas, des méthodes de la fin du 19e siècle. Moi, je l'ai vécu à la Salpêtrière, enfin, je veux dire, comme dans les temps les plus sombres où on prétendait soigner, je sais pas, enfin, on prétendait s'occuper des femmes hystériques, hein, parce que c'est elles qui étaient prises en charge à la Salpêtrière avec le professeur Charcot. Elles étaient exposées, voilà. On déclenchait des crises d'hystérie sur un claquement de doigts. Donc moi, fin 2021, on m'a présenté, on m'a dit, écoutez, on voudrait vous faire parler, vous interroger. Je dis, au point où j'en suis, tout ce qui peut m'aider, je le fais, parce que c'était quelque chose qui m'était présenté comme ça. Et donc, je me suis retrouvé, finalement, peut-être, je fais un mauvais comparatif, mais comme ces personnes à la fin du 19e siècle, je me suis retrouvé devant un parterre de 40 personnes, seul, au milieu d'une salle, au milieu de 40 personnes. J'ai exposé mon cas à des étudiants, des internes, des docteurs, des professeurs. J'ai mis du temps à réaliser qu'en fait, ils étaient juste en train de faire de la recherche, qui ne travaillaient que pour eux, que pour leur soi-disant savoir. Ils m'ont donné la parole, mais j'ai eu aucun retour. J'ai eu aucun retour de ce moment-là. Je l'ai demandé d'ailleurs après coup, mais en fait, à quoi ça a servi? Et je me rends compte que mes paroles sont venues peut-être nourrir pardon, je vais éviter un terme un peu cru, mais sont venues nourrir des réflexions complètement stériles dans les cerveaux d'étudiants, d'internes, etc. C'est quand même effrayant quand on a des professeurs, des docteurs qui sont ce que j'appellerais une ancienne école, une ancienne aristocratie, c'est-à-dire qui se placent au-dessus. On voit des étudiants jeunes qui sont en train d'être formés par ces gens-là, ça fait un peu peur pour l'avenir. Et on se dit, mais c'est quoi la suite? Alors que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Voilà. Donc là, pour en revenir à cette question initiale, c'est la maîtrise de soi. Non, bon, il y a la maîtrise de soi chimique, hein, quand on est envahi par des effets qu'on ne contrôle pas, c'est une chose. Mais la maîtrise de soi simple, la conduite de sa vie, là, il n'y a plus rien. En effet, on est un objet d'expérimentation, presque un cobaye, parce qu'après ça, on m'a dit, on vous envoie le cifrol, dans 48 heures, vous serez guéri, quoi. Il s'est passé, je suis juste rentré dans un enfer accru.
Hugues, tu parlais tout à l'heure de RTMS. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Et en l'occurrence, toi, est-ce que ça a fait effet sur toi ou pas du tout? Alors, les RTMS, c'est quelque chose qui, pour le coup, par rapport aux électrochocs, est pensé et supposé agir donc sur les TOC. Les RTMS, ça veut dire résonance magnétique transcrânienne. Alors, il y a les RTMS simples, il y a la Deep RTMS pour RTMS profonde. Je ne sais pas du tout quelle est la différence entre les deux. Voilà, bon, on met un bonnet, bref, il s'agit d'envoyer des impulsions électriques, électromagnétiques sur le cerveau, sur un lobe, sur une zone qui est mesurée, et donc, voilà, avec des impulsions toutes les 20 secondes et une montée en charge progressive selon l'acceptation, la résistance du patient. Et Une est-ce montée que en charge. physiquement, ça fait mal? Oui, oui, parce que là, on est éveillé, donc en fait, il y a quand même une impulsion avec cette problématique du réglage. Bah, voilà, on peut avoir des impulsions très fortes et oui, en soi, c'est assez douloureux. C'est bien sûr, c'est complètement supportable, mais c'est douloureux. Bon, voilà, ça, c'est encore quelque chose qui m'a été proposé entre guillemets, qui m'a été présenté comme quelque chose qui agissait potentiellement sur les TOC. Bon, voilà, moi en 2 ans, j'en ai fait 70. Aucune amélioration. Alors en fait, l'idée, d'après ce que j'ai compris de la RTMS, c'est cette impulsion électromagnétique avec en même temps exposition à des images ou à des mots qui renvoient aux troubles obsessionnels compulsifs. Donc en fait, il y a, il y a un présupposé que je crois que l'impulsion électromagnétique, en même temps que l'exposition à l'angoisse générée par les images ou les TOC, voilà, il y a un effet qui, je crois, peut soulager hein, chez certaines personnes. Je mets pas tout à la poubelle, je ne suis pas en mesure de le faire puisque je parle de mon cas personnel. Euh, Néanmoins, j'ai fait ça à Paris-la-Salpêtrière et encore une fois, un protocole que j'ai découvert 1 an après dans une autre clinique, parce qu'ils ont pratiqué la même chose, mais dans cette clinique, ils m'ont expliqué. Ils ont appliqué le protocole. Tandis qu'à Paris, ils ont juste envoyé les impulsions sans exposition. Donc de base, on était dans quelque chose de stérile. Voilà, tous les jours, le matin, boum. Et comment ils ont Voilà. estimé le fait d'arrêter en fait les séances de RTMS? C'est-à-dire qu'au bout de 70 séances, est-ce qu'ils se sont dit bon bah ça marchera pas ou alors il y a un nombre particulier à faire? Est-ce que tu sais? Non, c'est vraiment, c'est complètement, C'est encore une fois, aléatoire. oui, c'est aléatoire, c'est expérimental. Et en fait, on mesure bien que, en tout cas, j'en reparlerai peut-être après, parce que c'est important de faire le contraste entre plusieurs prises en charge psychiatriques. Je mesure en fait qu'à Paris, donc à la Salpêtrière, il y avait une prise en charge uniquement scientifique, si j'ose dire. Scientifique, basée sur des connaissances scientifiques des sachants et une approche très étriquée, électrochoc, RTMS, médicaments. En fait, il n'y a aucune prise en charge globale qui consiste déjà à installer le patient dans un environnement potable, quoi. Dans un environnement potable où, voilà, bon, après, je sais que la psychiatrie publique manque de moyens, mais enfin, on nous distribue, excuse-moi de le dire, de la merde sous cellophane, ok, on l'accepte, c'est pas le plus grave, on est dans des bâtiments délabrés, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, pas nettoyés, qui sont les mêmes qu'au XVIIe siècle, quand enfin, voilà, la cour des massacres, c'est une centaine de femmes qu'on disait folles qui ont été massacrées. Enfin, je veux dire, en termes d'ondes positives, c'est quand même extrêmement limité. Et puis voilà, c'est sale, il y a des rats dans les murs la nuit, enfin, c'est surréaliste. Donc en fait, la prise en charge, elle est uniquement scientifique. Il n'y a pas de groupe de parole, pas de thérapeute, pas d'activité. Donc en fait, on applique quelque chose sans rien à côté. On est enfermé de 20h à 8h du matin. Les médicaments, tout ça, en fait, c'est un environnement qui
qui ne peut pas marcher. Et on fait, À cette même période, tu n'avais pas de thérapie comportementale et cognitive en même temps, alors? non, mais enfin si, je peux en parler, mais c'est désastreux. J'ai fait D'accord. face à des gens qui se prétendent spécialistes des TOC et qui m'ont dépouillé en parallèle de 150 € de l'heure, même pas de l'heure, pour appliquer une TCC qui n'en est pas une. On sait très bien que la TCC, bien sûr, comme d'autres thérapies, peut avoir un effet bénéfique dans certains types de troubles obsessionnels compulsifs qui consistent à exposer le patient à sa peur et donc à pratiquer ce qu'on appelle la prévention de la réponse. Voilà, on expose, on gère, on expose encore, et finalement la peur se déshabitue, on va dire. Dans le cadre des obsessions pures, ce que eux appellent des TOC idéatifs, qui sont de l'ordre, on va dire, pour résumer, de la morale, on ne peut pas exposer des gens à certaines situations qui sont angoissantes. Voilà, et moi j'ai fait face à des gens qui m'ont encore une fois dépouillé de 150 € de l'heure quand ils annoncent sur leur site web de l'APHP, on est dans le public, des tarifs conventionnés de secteur 1 qui sont de moins de 50 €. On fait face à des gens qui sont dans un bureau de l'hôpital, qui n'ont aucun frais, qui appliquent 150 € pour massacrer le patient, qui ne... Moi, je reconnais peut-être ma faiblesse et ma vulnérabilité. J'ai mis du temps à en prendre la mesure et je me suis dégagé de ça, mais difficilement. Donc ça, c'est clairement une honte et c'est quelque chose qu'on peut dire, pointer du doigt et dénoncer auprès de certains conseils qui soit ne le voient pas, soit pire, le cautionnent. Donc, après ce début, entre guillemets, de prise en charge, si on peut appeler ça comme ça, est-ce que tu peux nous parler aussi du coup des traitements médicamenteux? Parce que voilà, c'est vrai que souvent dans le TOC, ça va de pair parce qu'on appelle ça, nous, une béquille. Quelles a été pour toi les conséquences ou les bienfaits, si on peut parler de bienfaits à un moment donné, des médicaments? Oui, bien sûr, je peux en parler. Alors, je dirais plusieurs choses. Je rebondis déjà sur ce que tu dis. Le médicament, c'est une béquille. Et nous, malades, on ne cherche qu'un apaisement. Et donc, on a besoin de cette béquille. On en a conscience. Pour beaucoup, on ne refuse pas le traitement chimique qui nous est présenté comme, voilà, comme cette aide. Mais moi, pour ma part, encore une fois, et peut-être pour le coup, il y a des articles, pour le coup, il y a des études scientifiques qui montrent qu'il y a un pourcentage assez important de personnes qui sont réfractaires aux médicaments. Bon, d'accord, voilà, moi je le reconnais aisément. Pour autant, on ne peut pas continuer sous une forme d'acharnement thérapeutique à changer tous les 2 ou 3 mois de traitement sans constater l'échec, sans avoir la modestie de constater l'échec et d'enfermer un patient dans des cocktails qui se suivent, se ressemblent, qui sont composés encore une fois de neuroleptiques. C'est pas bon. Enfin, pour moi, c'est pas bon. Un neuroleptique, ça sédate. C'est pour moi, aux doses auxquelles on a fini par me les donner, c'est une camisole chimique et je le partage avec beaucoup de monde. La camisole de tissu, elle est devenue chimique. C'est insupportable pour quelqu'un qui se bat pour conserver son élan vital. On a besoin d'un élan vital. Et le médicament ne doit être qu'une béquille accompagnée d'une thérapie de la parole. C'est ça qui marche, enfin, qui peut marcher, je crois. On ne peut pas aggraver le cas d'un patient en s'acharnant à coups de cocktails médicamenteux. Tout ça pour arriver, alors là, on rentre dans des, pardon, moi je suis rentré, on m'a amené sur un terrain incroyable qui est celui de l'expérimentation. Ça a été mon dernier séjour parce qu'au fond de, enfin, il y a un moment, on garde une espèce de conscience qui est de dire, voilà, c'est en train de virer à n'importe quoi. J'ai subi 1 an de ces cocktails très étranges. En 2 semaines, on m'a passé à un traitement expérimental. Alors autant je me refuse à parler de médicaments, c'est-à-dire de parler de dosage et de nom de médicaments, parce qu'il y en a de nombreux médicaments, et les personnes qui sont dans la souffrance ont des médicaments avec toujours cette inquiétude de est-ce que ça marche chez moi, etc., quel dosage il faut. Et nous sommes tous différents parce que nos organismes sont différents, le degré où on se trouve dans la maladie, la temporalité, etc., font que l'un ne peut pas dire à l'autre tiens, prends ce médicament. Ça ne marche pas. Donc,
De fait, moi, je ne donnerai aucun nom de médicament, ni de posologie. Je dis juste que les médicaments qui amènent à la sédation, bien entendu, c'est pas bon. Alors, par contre, je donnerai un nom de médicament désastreux et qui a fait l'objet d'affaires judiciaires. Un traitement expérimental qui, après X cocktails, on m'a passé en 2 semaines à ce médicament unique, c'est-à-dire qu'on a viré tous les antidépresseurs, neuroleptiques, etc. Un médicament qui cible une maladie que je n'avais pas, la maladie de Parkinson. Ce médicament s'appelle le Cifrol ou le Pramipexol. Alors là, on tombe dans des termes médicaux que nous, on ne comprend pas, antidopaminergique, etc. Bon, c'est quelque chose qui cible la dépression afin d'alléger le TOC. Ce médicament a des effets redoutables, et je ne comprends pas qu'on l'ait appliqué sur moi, qui souffre dans certaines de mes thématiques d'assaut de mon esprit, plus que d'obsession sur des thématiques d'agression, de meurtre, de sexualité, de tout ça. Bon, et notamment la sexualité. On m'a mis quelque chose qui développe des compulsions complètement incontrôlables en matière de sexualité. Et du jour au lendemain, on passe de quelque chose où on tue la libido, hein, ce qu'on accepte aisément, c'est difficile quand même dans une vie de famille, à quelque chose qui déclenche de manière soudaine et incontrôlable des compulsions terribles. Alors, moi, je les ai vécues avec une honte immense, avec une incapacité à comprendre ce qui se passait dans mon cerveau, avec un psychiatre qui, en face de moi, augmentait les doses progressivement, en me demandant ça va aller mieux, vous allez voir, ça va faire effet. Et donc, tout d'un coup, on tombe dans ces comportements qui sont désastreux dans une vie de famille. Et donc, tout d'un coup, en effet, ça a créé chez moi des images euh, extrêmement compliquées à gérer, constantes, et des comportements, je dois dire, limites. J'en ai eu honte pendant 1 an. Et comme tout à l'heure, j'ai parlé d'un contact avec un avocat à qui j'ai présenté mon dossier, hein, qui, encore une fois spécialisé dans ce domaine, et qui m'a dit, OK, votre dossier est très lourd, sachez qu'on vous a administré un médicament qui a eu des conséquences graves chez des malades souffrant, eux, de la maladie de Parkinson. Des gens qui ont, je ne souhaite pas le décrire, mais qui ont perdu le discernement. Cet avocat m'a fait froid dans le dos quand il m'a dit, et je l'ai mesuré, que on pouvait arriver à une altération du discernement, une abolition du discernement, ce qui est pire, parce qu'on peut se retrouver à commettre des actes répréhensibles par la loi sans en avoir conscience. Et tout ça nous est prescrit. Moi, c'est ce que j'appelle la mort sur ordonnance. Et sans notice. La mort ordonnance est sans notice, parce que ça, on me l'a donné en 2 minutes. J'ai dit, est-ce que c'est fort? Quels effets? J'ai toujours posé ces questions. On ne m'a averti d'aucun de ces effets sur un médicament qui est grave, qui a fait l'objet de plaintes et de succès judiciaires de la part de malades qui sont arrivés à des comportements extrêmement dangereux. Moi, je me suis toujours battu avec ma conscience qui devenait limitée à cause de ces traitements, parce que, en plus, quand on a des TOC très importants, je ne suis pas seul à le dire, la conscience, elle est mise à mal. Alors, quand on vient la, presque la détruire, j'ose dire, à coup de médicaments, ça devient infernal. Et alors là, en fait, tout d'un coup, de manière surréaliste, on rentre dans une situation que j'appelle l'échec du médecin, qui se trouve atteint dans son ego, qui dit « Ok, ça marche pas, je rends ma blouse ». Et là, c'est la fin. Il vous lâche dans la nature avec des nouvelles tentatives de traitement très lourds, avec des effets secondaires. On ne sait plus où on habite. Et là, je dois dire que, en ce qui me concerne, je suis rentré dans une spirale que je ne décris pas, mais qui était extrêmement noire et dévastatrice pour ma famille, sur le plan en termes de douleur. Mais donc, il faut du temps pour, pas pour revenir de tout ça, mais déjà pour le discerner, pour le réaliser. Et tout à l'heure, je parlais de confiance, et moi, j'ai vraiment le vertige d'avoir donné tant de confiance, de finalement mesurer que ça ressemblait à une forme d'emprise, et de m'être fait berner par des gens qui ne sont que dans le savoir. Ce ne sont pas des médecins. Les médecins apportent le soin, l'information. Eux, ils n'étaient pas dans ce cas-là. Et donc, moi, je mène un combat qui n'est que personnel de mon côté, qui consiste à les pointer du doigt et à dire non, ça, c'est pas possible. Ce combat, s'il est personnel,
encore une fois, il est nourri de personnes avec qui je suis en contact, qui sont passées aussi par ces services et qui décrivent les mêmes choses. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on est en droit, nous, en tant que victimes, et, et par d'autres biais, on a le devoir de le dire parce que c'est pas possible. En plus, tout ça se passe dans une omerta incroyable où nous, on sait que les médecins n'ont qu'une obligation de moyens et pas de résultats. Évidemment, on ne peut pas demander à un médecin de nous guérir, hein, quand eux prétendent parfois le faire en 48 heures du jour au lendemain. Tout ça est vraiment absurde. Donc, on mesure qu'ils n'ont qu'une obligation de moyens, mais que quand ça part en vrille, ils bénéficient d'une impunité très importante et qu'ils sont couverts par une administration. Et ça nous renvoie à une solitude très importante. Hugues, une question, je sais qu'on en a discuté, il y a un mot donc qu'on t'a évoqué à un moment donné pour une prise de traitement. Donc évidemment, pas de thérapie, pas d'échange. Par contre, on a posé des mots et un mot spécialement, si tu veux nous en parler. Oui, il y en a tellement des mots, mais tout à l'heure, j'en ai fait. En fait, cette question, elle est essentielle parce que, euh, comme je l'ai décrit, dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas de prise en charge globale, il n'y a pas de thérapie. On sait que la parole est importante, on sait que la thérapie des mots est aussi importante que les traitements, qui, encore une fois, doivent servir de béquille et ne pas couper les ailes. C'est pas possible, on ne peut pas plonger quelqu'un dans la sédation et venir en plus lui asséner des mots qui sont violents. Après cette expérimentation, ils ont décrété qu'il y avait peut-être une dernière carte qui était un antidépresseur et un antipsychotique. Enfin, je suis écœuré de tout ce que j'ai avalé. Et donc, voilà, là, le dernier coup de grâce, la bombe incendiaire, c'est de tuer par les mots. Dernier traitement, on m'a dit, monsieur, je vous mets une bombe dans la tête. Je ne sais même pas comment on peut dire ça à un patient qui est usé, fatigué, qui est dans l'échec, qui ne se sent que dans l'incapacité à surmonter ses troubles, ne serait-ce qu'un instant. Je vous mets une bombe dans la tête. Euh, c'est effrayant. Et à peine ce mot prononcé, donc qui correspond à la mise en place du traitement. On sait que toute mise en place du traitement, c'est difficile, hein. On demande comment c'est possible, mais on continue à plonger un peu en espérant juste que ça y est, les médecins auront peut-être trouvé la bonne béquille. Et donc là, 3 jours après la mise en place de ce traitement, on est là, on est inquiet. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie personnelle pour, hein. Et donc là, un médecin qui me répond, bah, écoutez, si ça va pas, vous revenez à l'hôpital et on vous met sous kétamine. Bon, bah voilà encore un traitement étonnant. J'en avais entendu parler, il s'agit d'un anesthésiant vétérinaire qu'on injecte aux chevaux, notamment pour des opérations. Donc là, on ne sait pas. En fait, en effet, il y a aucun soin. J'ai vu des gens sous kétamine, c'est absolument terrible. Ils sont plus là. C'est censé mettre, je crois, suffisamment dans le gaz pour éviter des actes qui, qui feraient qu'on se met en danger. Voilà, pour le dire simplement. Donc, bon, bah, je crois qu'on est vraiment à la fin. Moi, j'ai refusé ce traitement qui était accompagné d'un mot que je n'ai pas compris. Le médecin m'a dit, vous verrez, monsieur Mounier, c'est formidable, vous aurez l'impression de voler au-dessus de votre corps. En fait, j'ai pas su quoi dire. Voilà. Et donc après, ils m'ont lâché dans la nature et, euh, et voilà. Donc là, en effet, vous avez quelqu'un qui vous dit, vous savez, monsieur, je crois que vous ne faites pas d'effort. En fait, je rends ma blouse. Voilà. Je rends ma blouse. Donc en fait, c'est l'abandon. C'est l'abandon, euh, la cassure entre quelqu'un qui a remis sa confiance et quelqu'un qui mesure juste plus en fait, il a fait n'importe quoi. Moi, je sais ce que ça veut dire rendre sa blouse. Ça veut dire démissionner. Rendre sa blouse, ça veut dire démissionner. Je mesure bien que ces gens-là, depuis longtemps, ils avaient démissionné du soin. Ils devraient démissionner de leur métier. Voilà. Et là, à l'instant T, tu te dis quoi? Tu te dis, bon, bah, il n'y a plus rien pour moi.
Est-ce que je vais finir comme ça, avec mes obsessions, ou est-ce qu'on te dit quand même, il y a encore autre chose? Bah, écoute Audrey, pour répondre à ta question, en effet, qu'est-ce qui se passe à l'instant T? En fait, il se passe plus grand-chose parce que les effets des médicaments sont trop forts, avec cet épuisement psychique, le sentiment de tout perdre. Et en fait, les médicaments à l'époque ont pour effet d'entraîner vraiment une surchauffe cérébrale avec, je le dis honnêtement, et j'en ai encore quelques séquelles, des idées absolument délirantes. Elles sont délirantes parce que ça va trop vite. Le délire, c'est, enfin pour moi, en tout cas dans ce que j'ai vécu à l'intérieur, c'est cette incapacité à décentrer, à prendre le recul, à défusionner avec ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'en fait, euh, les effets chimiques sont trop importants. Donc à l'instant T, moi je ne réalise rien. Je ne réalise rien. Je me dis en effet que je suis cramé au sens propre du terme. J'ai le cerveau qui brûle, j'ai des effets physiques importants. Je suis dans une léthargie profonde. Je n'arrive plus à me lever, je n'arrive plus à travailler. On est au-delà de la dépression. Euh, on est dans quelque chose qui va s'aggraver après. Et donc je vais parler parce que je ne sais même pas comment c'est possible d'avoir eu autant de malchance. Mais voilà, à l'instant T, ouais, tout est foutu. Les sphères de vie qui s'étaient écroulées, là, ça devient insupportable parce que tout ce que je cachais avant, la force physique que j'avais encore avant, même si c'était très difficile, là, la force physique, il n'y en a plus. Donc, dans quelle situation on se trouve et qui ne fait qu'aggraver la honte intérieure et la culpabilité, c'est que devant ses enfants et sa femme, on n'est même plus capable de se lever. Alors là, je sais pas, il y a plus aucune raison de tenir. Donc moi, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que d'une semaine après la sortie de la Salpêtrière, je me réfugie parce que j'avais des idées extrêmement noires. J'étais quasiment plus là dans ma tête, euh, alors que je ne souffrais que de TOC et de dépression nerveuse. Je me réfugie à l'hôpital au Havre où j'étais retourné, c'était mon lieu de domicile. J'arrive avec mon ordonnance et là, je ne sais même pas comment c'est possible. Je vais subir une erreur médicale qui était liée, je crois, à l'affluence trop importante dans ces urgences psychiatriques que je décris par ailleurs dans des écrits. Là, ça ne sert à rien d'en parler, c'est juste inhumain. Et donc là, je vais subir une erreur médicale où on va me faire avaler, hein, alors que je disais, attendez, mais c'est un goût trop fort. Très difficilement, parce que j'avais du mal à m'exprimer. On va m'administrer 4 fois la dose d'un antipsychotique. Donc je vais avaler en l'espace de 36 heures, ce qu'on ne donne même pas à un psychotique aigu. Et donc là, oui. Là, on est bien d'accord, on parle d'erreur médicale. Ah oui, c'est une erreur médicale, claire. Déjà après les expérimentations qui pour moi sont des erreurs médicales et la fébrilité des médecins, là je suis dans un état tel que je me réfugie aux urgences, affluence, et là il y a quelqu'un, c'est involontaire bien sûr, c'est accidentel, mais c'est quelqu'un qui prend une ordonnance papier, qui tape la posologie dans l'ordinateur, sauf qu'au lieu de taper 10, ils tapent 100 et ils savent pas ce qu'ils font. Et donc là, bah oui, oui, sur l'ordonnance, il y a marqué 10. Sauf qu'il y a un infirmier qui va reconnaître qu'ils ont marqué 100. Mais ça, c'est écrit nulle part. Sauf que les effets, moi, je m'en souviens. C'est bon, il n'y a plus rien. Je suis parti ailleurs. Là, il y a que les effets des antipsychotiques, c'est-à-dire le délire. Et alors là, bon, voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que pendant un an après ça, il y a un an d'une non-vie, quoi, de ce que j'appelle la mort psychique. Je me suis retrouvé sous surveillance de toute ma famille, etc., enfin, qui ont assisté, qui ne me reconnaissaient plus parce que j'essayais d'afficher quelque chose de potable, mais je contenais à peine les délires. Bon, donc ça, oui, c'est extrêmement grave. Quand on en parle, bah oui, forcément, je contacte cet avocat qui voit mon dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui dit, mais c'est pas possible. Et alors là, bon, en fait, la solitude, elle est là parce que on vit tout ça à l'intérieur, l'entourage est désemparé, ils ne savent plus quoi faire. Et quand on s'adresse au service administratif de l'hôpital public pour demander des comptes, bah, tout d'un coup, le dossier n'est plus accessible. Donc, bon. Donc oui, la solitude, elle est extrême. Et donc après, voilà, bon, je suis désolé d'être un peu précis dans le récit, mais
Je crois que c'est pour apporter un éclairage sur quelque chose que je ne suis pas le seul à vivre, même si ça a été particulièrement intense, mais sûrement un certain nombre de personnes se reconnaîtront dans ces effets désastreux. Mais voilà, oui, il n'y a plus rien. Et encore une fois, il y a la mort psychique et il y a encore ce reste de conscience qui dit, bon, allez, je m'évacue, je fais une dernière tentative. Et vraiment, pour moi, c'est un endroit où je ne vais pas sortir physiquement, c'est pas possible. Néanmoins, je vais dans une clinique privée, quelque chose que je m'autorise alors que j'avais tout perdu financièrement, etc. Bon, voilà, et je vais dans cette clinique privée. Et là, je vais quand même avoir un mot parce que j'ai souvent entendu des critiques très fortes sur les cliniques privées parce que ce sont des groupes financiers, parfois ce sont de l'actionnariat, enfin, il y a des bénéfices, etc., etc. Oui, mais enfin, malheureusement, ce sont aussi des endroits où on met les moyens financiers et on crée un environnement qui est favorable. Et donc voilà, et ces lieux ont le mérite d'exister. Moi, j'ai été dans cette dernière hospitalisation qui a duré 5 mois à mes yeux. Et donc, oui, ben, j'ai mesuré là. J'ai fait face à des psychiatres d'une autre école, cette fois-ci, qui est beaucoup plus simple. Hein. C'est l'école de la simplicité et de la modestie, de l'écoute, du dialogue avec le patient. On n'est pas dans l'unitéralité d'un mec qui impose son savoir sans aucune écoute. Et donc là, je suis arrivé là, je me suis dit, mais c'est trop tard, c'est trop tard. Donc des gens Tu peux juste nous qui dire, m'ont... c'est à mes yeux, c'est quelle clinique? Oui, on peut le dire sans faire de pub, hein, elle est connue dans la prise en charge des TOC, c'est la clinique Lyon Lumière, voilà, qui fait Merci. partie d'un groupe dont je crois dont le nom est peu apprécié en France, enfin peu importe. Moi, pour ce que j'y ai vécu, et même si on n'a fait pas de miracle, il y a quand même une prise en charge globale, c'est-à-dire un psychiatre à la cool, je le dis pour ce que c'est, des soignants qui sont formés aux troubles obsessionnels compulsifs. Ils n'ont pas de diplôme médical, mais ils sont formés, ils ont l'habitude, et donc ils ont des paroles très apaisantes là-dessus. Et puis, il y a les ateliers thérapeutiques, les groupes de parole, des choses qui font que la journée n'est pas vide, qu'on n'est pas juste cachetonné, la face enfoncée dans l'oreiller. Et donc, cette prise en charge globale, ce sont déjà les conditions euh, d'un d'une- d'un petit mieux-être, quoi. Et donc, moi, j'ai passé 5 mois, j'ai refait des électrochocs à ma demande, je dois le dire, à ma demande. Et là, pour le coup, en bénéficiant comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un éclairage, de conseils éclairés, d'un consentement. J'ai fait cette demande parce que j'étais à bout. J'étais à bout et bon, j'avais des raisons intérieures qui faisaient que j'étais prêt à me livrer à tout. Euh, mais voilà, c'est vrai que le médecin qui n'était pas favorable au début, je lui ai dit, écoutez, je pense que peut-être on peut les essayer parce que ça peut peut-être juste me réveiller le cerveau. J'avais le sentiment qu'avec des médicaments très adaptés, aujourd'hui, je ne prends plus d'antidépresseurs, je prends juste un médicament. J'ai retrouvé une force vitale, j'ai retrouvé un projet de vie qui, malheureusement, et c'est extrêmement douloureux pour moi, c'est un projet éloigné de ma femme, de mes enfants, de ma famille, de mes amis, parce que je ne pouvais plus vivre à côté d'eux. Ils avaient assisté à un tel spectacle et les tocs étaient trop forts. Mais voilà, je suis tombé dans un endroit où on m'a dit, vous êtes à bon port, on ne vous lâche pas, on vous écoute, on est avec vous, on y va cool sur les médicaments, on prend le temps d'analyser tout ce qui a été fait avant, et les médicaments, on les pose, on est en accord, vous nous donnez votre accord, et on prend le temps d'analyser les effets. En fait, c'est pas compliqué, quoi. Donc voilà, donc ça fait Ce qui partie. est incroyable, Hugues, en écoutant tout ça, c'est le gouffre qu'il y a entre ta prise en charge de départ, qui aurait dû être la seconde, en fait, directement. Donc, cette prise en charge catastrophique de départ qui aurait pu être meilleure ailleurs. Et en fait, ensuite, cette prise en charge à mes yeux, donc à Lyon Lumière, où quelque part, comme tu dis, tu es arrivé en mort psychique. On t'a bientôt réanimé d'une mort psychique. On a essayé de Ah te oui, faire oui, oui. revenir. Et Je le dis très simplement, hein, c'est pas. Je, je le dis, il n'y a aucune exagération là-dedans. La mort psychique, je sais ce que c'est, il n'y a plus rien. Il n'y a Et plus c'est rien. ça, On ne ressent plus rien. le contraste entre les deux, dans un même pays, avec logiquement des mêmes
des mêmes bases, que ce soit pour les psychiatres, voilà. Donc, comment on peut avoir une telle différence de prise en charge? C'est ce qui nous, je pense avec Audrey, voilà, on n'est pas surprise parce qu'on l'entend, parce qu'on est avec l'association, on a des échanges avec des gens, contrairement peut-être à certains sachants, comme tu dis, qui ne s'intéressent qu'au savoir et à la pratique. Nous, on voit la difficulté des gens, mais quand on voit dans quoi on peut atterrir et ce que ça peut donner, ça donne vraiment le vertige. Je pense que toi, ça te donne le vertige, mais nous, nous aussi, parce qu'on a eu la chance, entre guillemets, de ne pas avoir ce parcours-là. Mais je pense que beaucoup, malheureusement, l'ont encore aujourd'hui. Et, et ça fait froid dans le dos, tout simplement. Donc, est-ce que pour avoir ce contraste encore, donc tu disais à Lyon Lumière, donc ne serait-ce qu'en fait, ce sont des choses qui sont normales, c'est-à-dire un échange, une thérapie, des activités, des chambres correctes, une possibilité d'échanger avec les autres, parce que ça aussi, c'est quelque chose dont on avait parlé et qui est très intéressant, c'est le fait de laisser des personnes, donc quand tu étais en hôpital psy à Paris, donc d'interdire d'échanger avec les personnes qui sont avec tes pairs, en fait, à ce moment-là, qui sont dans la même souffrance, alors que à mes yeux, tu as pu faire des choses, tu as pu échanger avec les gens, il y avait une liberté qui n'est même plus, je veux dire, c'est obligatoire d'avoir cette liberté, on n'est pas cloisonné. Donc, comment est-ce que tu l'as vécu, en fait, ça, quand quand tu as vu réellement les choses? En fait, donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a en effet, me concernant, il y a ce sentiment abyssal de dire, tiens, tout d'un coup, il y a quelque chose qui existe. Et ta question, il y a beaucoup de choses dedans. Moi, je fais aucune pub sur mes yeux, encore une fois, hein, c'est pas du tout le propos, mais c'est pour dire un contraste. Plus qu'un contraste, c'est un gouffre. Dans le public, il existe sûrement des choses qui fonctionnent, hein. Moi, j'ai eu une malchance extrême de tomber dans ces endroits et dans les mains de ce binôme que je qualifie d'infernal, en roue libre totale sur ce qu'ils font. Je ne suis même pas sûr qu'ils soient supervisés. Bon, là, je les évoque, je m'attaque à eux. Encore une fois, c'est personnel. Je pense que ce contraste que tu évoques, en fait, il dit beaucoup de choses sur la prise en charge de la santé mentale en France. Parce que il n'y a pas que les TOC, hein. Ce qui a été appliqué montre que les TOC, plus que jamais, est une maladie méconnue. C'est un trouble méconnu. Et je reprends une phrase, je crois, d'Audrey. Les TOC, c'est un handicap invisible qui ne suscite que très peu, voire aucune empathie, ce qui n'est pas le cas des handicaps visibles. Bon, on peut le dire sans trop comparer, mais on peut le dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour en revenir à la question du contraste, pardon si je pars un peu dans tous les sens, si je suis confus, mais le contraste dit beaucoup de choses. La question que tu poses, elle permet de prendre vraiment de la hauteur pour dire il y a des choses qui peuvent marcher, il y a des choses qui sont catastrophiques et qu'il faut éviter. Et malheureusement, ces choses-là, ben, il semble que ça soit un peu ce qui est prédominant dans la prise en charge de la santé mentale. Il y a des choses très simples. On l'a dit tout à l'heure, le soin, c'est l'humanité. Et il est étonnant de voir que les malades sont capables d'une humanité immense, parce qu'ils savent trop bien ce qu'est la souffrance, parce qu'ils envient quelque part les personnes qui se portent à peu près bien, mais il est étonnant de voir que eux sont d'une humanité qui n'a rien à voir avec l'inhumanité des sachants qui ne sont pas dans le soin et des endroits où l'on se trouve. C'est quand même incroyable. Tu as évoqué un exemple, bien entendu. C'est étonnant de voir que, bah, bien sûr, dans un hôpital, toutes les pathologies sont mélangées. On ne peut pas trier, on en a parfaitement conscience. Je vais utiliser des termes crus, pardon, les toqués sont avec les psychotiques, les bipolaires, les dépressifs, les CNEP, les hystériques.
voilà, ce sont que des étiquettes, hein, d'ailleurs, qui disent pas grand-chose du courage des malades qui vont dans les hôpitaux, pas pour une sinécure, hein, juste pour se protéger et protéger les leurs. Et donc, c'est étonnant de voir où l'humanité se situe. En effet, je reviens directement à cette question précise, à la Salpêtrière, on était tous mélangés, pas par notre choix, parce qu'on nous mettait dans ces endroits-là. Et on nous interdisait presque de trop échanger entre nous. On nous interdisait presque une solidarité. J'ai des exemples très précis, ça ne sert à rien de rentrer dans le détail, mais on nous interdisait presque cette solidarité. C'est comme la base, quoi. Et tout ça nous venait du corps médical, qui nous disait, il ne faut pas trop vous mélanger, etc. Mais attendez, vous nous mettez dans les mêmes endroits, on n'a rien à faire, on est cachetonnés, on prend des cafés ensemble, on discute, on est humain, quoi. Et voilà, et ça, bah, en effet, dans le privé, lors de la dernière hospitalisation, bien sûr, on nous encourageait, on disait, protégez-vous, faites attention, mais on nous mettait ensemble dans les salles de sport, dans des groupes thérapeutiques, art-thérapie, danse-thérapie, etc., une expression corporelle, une expression artistique, où on est tous mis ensemble, et ça a d'ailleurs un effet extrêmement bénéfique, qui est la bienveillance et l'absence de jugement. Moi, j'ai découvert un monde difficile, mais, presque lumineux chez les personnes en souffrance dans ces hôpitaux. C'est que, comment dire, par cette absence de jugement et donc de bienveillance, il n'y a aucun mot blessant. Aucun. J'ai jamais entendu aucun mot blessant sur la pathologie que je n'avais plus peur d'exprimer et la pathologie que m'exprimaient les personnes. J'ai découvert dans cet endroit, encore une fois, c'est pas merveilleux la psychiatrie, hein, je dis juste qu'on fait ce qu'on peut quand on est là-bas. Mais j'ai découvert dans cet endroit une espèce de syndrome de bon samaritain. C'est-à-dire qu'un jour, il y en a un qui s'écroule, il ne peut plus, il est relevé par les autres qui eux-mêmes, le lendemain, vont s'écrouler et qui seront relevés par. Enfin, voilà, c'est de l'entraide, quoi. Et voilà. Et tout ça pour dire qu'en fait, je pense que dans beaucoup d'hôpitaux, dans l'esprit de beaucoup de personnes faisant partie du personnel médical, il y a beaucoup de choses à revoir. En fait, je crois qu'il y a une refonte totale. C'est pas que mon expérience, j'ai croisé trop de personnes qui étaient quasiment détruites par l'hospitalisation. C'est quand même dingue d'arriver à un moment où on va dans des endroits pour se trouver l'apaisement, pour se soigner, pas pour guérir. Là, je pense que les mots ont encore une fois leur importance. Mais on va dans des endroits, c'est quand même dingue qu'à la fin, on ait peur des médecins en face de qui on se trouve. Enfin, c'est quand même, je crois qu'on trouve ça dans très peu de domaines médicaux par ailleurs, quoi. Donc, ça montre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, avec parfois des absurdités de médecins, des gens qui se prétendent médecins, qui nous promettent la guérison, quoi. Alors que nous, on sait très bien que intérieurement qu'il n'y aura pas de miracle. On mesure très bien ce qui se passe à l'intérieur. Juste, on n'est pas écouté. On a des gens qui nous. Quand on nous propose la guérison, c'est quoi? Ils nous promettent la disparition de tous les symptômes avec des médicaments et retour à l'état antérieur de la vie. Enfin, je veux dire, dans mon cas, éventuellement, s'il y avait un miracle, c'est possible. Mais qu'est-ce que c'est pour une personne qui est malade depuis 30 ans? Enfin, je veux dire, sa vie antérieure, c'est quoi? Comment on peut présenter ça, une guérison, à quelqu'un qui a des troubles trop avancés? Donc là, voilà, bon, je pars un peu dans tous les sens, mais je crois que tout ça relève en fait, de la prise en charge simple, bienveillante, avec la pédale douce sur les médicaments et avant tout l'humanité, le soin, le serment d'Hippocrate. Hugues, quel message tu souhaites transmettre aux autres personnes qui sont confrontées à des problèmes similaires de prise en charge comme tu as eu et de médication? Ou quels conseils t'aimerais donner à des personnes qui se retrouvent dans une situation similaire à la tienne? Ouais, bien sûr, il y a des messages à passer. Les conseils, on se rend bien compte entre nous, hein, on en parle souvent. Les conseils, ça peut avoir un côté contre-productif parce que certaines personnes peuvent l'entendre pas au bon moment. Et le conseil, ça revient presque à dire parfois, fais comme ci, fais comme ça.
Et ça, non, c'est à chacun de voir pour lui. Le message, en fait, il est simple, c'est méfiance. Voilà, méfiance. Parce qu'on parle de prise en charge, hein, c'est ça ta question. La prise en charge, c'est méfiance. En fait, la base, c'est quand on a quelque chose qui se déclenche comme ça, de manière brutale, ce qui est dans mon cas, mais je crois aussi que c'est le cas pour ceux qui déclenchent ça jeune, parce que en particulier les TOC, comme beaucoup de troubles psychiques, se déclarent jeunes. Il y a un moment, si possible, il faut faire pause, quoi. Pause, essayer d'inviter la personne à s'écouter elle-même, à écouter son corps qui exprime beaucoup de choses quand le cerveau déraille. Et donc, le message de base, il est là. Si on arrive à la prise en charge psychiatrique, c'est méfiance, vigilance et pédale douce, quoi, sur les médocs. Et si on est amené, parce que c'est la crise et parfois ça peut arriver pour plein de raisons, on est amené vers l'hôpital, bah, là encore une fois, méfiance, vigilance, prendre le temps de choisir, pas se précipiter dans un endroit dont on ne connaît rien, parce que bon, il n'y a pas de pub hein, sur ces endroits. Donc voilà, c'est ça le cœur du message, c'est ça, c'est s'écouter. Et voilà, donc ça c'est le message peut-être aux personnes qui écoutent, qui sont dans, dans ce passage, dans cette traversée de souffrance. Mais je crois que ce message, peut-être on peut imaginer que quelques médecins écouteront ce podcast et que finalement il y a aussi un message à leur adresser. Je crois que certaines personnes réalisent qu'il y a vraiment des trucs qui ne tournent pas rond à l'hôpital, notamment l'hôpital public. Il y en a qui ont le courage d'alerter, des lanceurs d'alerte, de tirer le signal d'alarme en disant on va dans le mur, surtout dans cette époque où, voilà, bon, je sors un lieu commun, mais le Covid, ça a envoyé beaucoup de monde à l'hôpital, hein, et beaucoup de jeunes. J'en ai croisé énormément, c'est effrayant. De voir le nombre de jeunes qui ont entre 18 et 20 ans, c'est fou. Donc le message qui s'adresse peut-être au personnel médical qui prennent pas conscience de ce qui se passe, c'est de dire mais regardez ce qui est en train de passer, ce qui est en train de se passer. Ouvrez les yeux, faites preuve d'humanité, prenez conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vont pas. On ne sédate pas, on ne pique pas, on ne plonge pas quelqu'un dans la léthargie, c'est pas possible. On n'enferme pas, on ne contentionne pas, on ne pratique pas la maltraitance verbale, c'est pas possible. Vous êtes médecin, vous ne pouvez pas imaginer sortir quelqu'un du trou uniquement avec ces thérapies désastreuses. Si elles sont nécessaires, comme les électrochocs, la SCP, oui, bien sûr, pourquoi pas, toujours avec l'accord et le consentement éclairé. Mais le reste, arrêtez. J'ai vu des gens sous contention. À quel moment, alors qu'il est dans une peur extrême et qui ne représente aucun danger, à quel moment on va l'apaiser? C'est pas possible. Contentionner, cachetonner, c'est bon. Il n'y a plus rien, il se lèvera plus. Donc, pardon de rentrer dans le détail, mais ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai fait face à des médecins qui sont dans cette pratique-là, et si jamais ils écoutent, mais qu'ils ouvrent les yeux, c'est pas possible. Voilà. Et donc après, le message à passer peut-être aux personnes qui par hasard pourraient écouter ça, ou les entourages de personnes qui sont dans la souffrance. Après tout, ce message, il s'adresse, il pourrait, avec toute modestie, il pourrait s'adresser à toute une société qui ne sait absolument pas ce qui se passe derrière les murs. Moi, j'étais effrayé en m'abattant de voir des gens rire en ville de ce que nous, on vivait à l'hôpital, en pleurant de tout notre corps, de ce qui était en train de se passer. À l'extérieur, on rit, à l'intérieur, je peux vous dire qu'on pleure. Et donc, ça montre qu'il y a des choses à dire. D'ailleurs, que pas grand monde n'est à l'abri de passer par un gros décrochage et peut-être se retrouver dans ces endroits. Donc, oui, on a dit tout à l'heure, déstigmatiser, ouvrir les yeux, et peut-être que si tout le monde, avant d'être touché par ce genre de problème, que ce soit pour soi ou pour son entourage, ça pourra aussi permettre à alerter et à prendre conscience des choses pour déjà commencer à les améliorer. On ne fait pas de révolution, hein. Quand on voit que depuis des siècles, c'est quand même compliqué, et que les pratiques de plusieurs siècles s'appliquent toujours aujourd'hui, bon, voilà, commencer modestement, mais déjà à parler, à dire ce qui ne va pas. Voilà. Moi, je dirais une chose qui ne résume pas tout ce qu'on vient de se dire, mais une chose importante.
euh, j'ai été entre les mains de patients, de médecins qui publient. C'est finalement quasiment leur seul but. Ce sont des professeurs émérites, des docteurs émérites qui sont des professeurs de recherche universitaire. Déjà, on est dans la recherche, c'est un peu écarté du soin. Et donc, je suis effrayé de voir qu'il y a des personnes qui publient sur les désordres émotionnels. Les désordres émotionnels, c'est toutes les maladies psychiques. Ils publient sur les désordres émotionnels du cerveau. Ces mêmes personnes qui touchent des revenus sur ces publications, ces mêmes personnes pratiquent dans le même temps, je le répète, la mort psychique sur ordonnance et sans notice. Ça, c'est pas possible. Merci Hugues. Je pense que voilà, tous ceux qui nous ont écoutés et nous, voilà, il n'y a même pas de mots en fait. On te remercie surtout pour voilà, de prendre la parole et d'oser en parler et d'oser peut-être ouvrir quelques portes, aussi petites soient-elles, pour aller vers peut-être un changement, comme tu dis, une révolution, c'est pas le but, mais changer les choses parce que nous on la côtoie, on la vit, la souffrance, chacun d'entre nous, et on la côtoie. Donc on la voit à travers toutes les personnes qui viennent vers nous, les personnes avec qui on échange, et rien que pour ça, on se doit d'améliorer le système, de le changer. On a des personnes, des professionnels qu'on rencontre qui sont dans cette dynamique-là, et on a envie de pouvoir aussi faire en sorte que ces personnes deviennent majoritaires et qu'il y ait des prises en charge beaucoup plus humaines, comme on parlait d'humanité et de ce mot dans le serment d'Hippocrate, qui est la base en fait des échanges entre les hommes. Cette humanité, il faut absolument qu'elle revienne, et on te remercie parce que ce témoignage va peut-être aussi permettre de changer ce système-là. Audrey, est-ce que… Non, Hugues, je rejoins Stéphanie pour ce témoignage poignant. Je te remercie parce que c'est important de libérer la parole et ça donnera peut-être envie à d'autres personnes de se livrer aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ton témoignage, et c'est malheureusement dommage. Mais à côté de ça, voilà, là aujourd'hui, il se passe quelque chose, il y a une vraie ouverture sur le monde médical, je pense. Et voilà, donc je voulais vraiment te remercier. Avec Stéphanie, on est ravis d'avoir pu faire ce podcast avec toi. Moi, je vous remercie à mon tour parce que en fait, c'est déjà ce que vous faites. On est entre personnes. Enfin, on n'est pas dans l'entre-soi, c'est-à-dire que on est au contact. On a cette souffrance intérieure. On est au contact. Il y a cet engagement associatif que vous avez. Et il y a beaucoup d'associations qui font de belles choses en France. Après, je ne fais pas de pub pour Talk to Me, mais il y a quand même quelque chose que je vois qui est vraiment de donner la parole et que cette parole sorte. Parce que dans le milieu associatif, il y a de l'aide, il y a des groupes de parole, mais cette parole, en fait, circule un peu à l'intérieur sans être partagée. Donc, je pense que ce travail de la donner, c'est la base, c'est ce qu'on vient de se dire. Que beaucoup de témoignages sont importants et qu'il ne s'agit pas tellement de décrire le contenu du cancer de la pensée, mais de dire d'autres choses. Je pense que on en a parlé. Et puis, moi, je le dis, il y a ce témoignage d'aujourd'hui, mais il y a tout ce qui a ponctué, ce qui m'a servi de bouée de secours, c'est-à-dire des gens comme vous, comme d'autres personnes qui, par des moyens très simples, ont témoigné. Et moi, je dois dire qu'au début, ça m'a servi de bouée de secours, parce que je trouvais des choses simples, exprimées en images, dites simplement, par rapport à des mots extrêmement compliqués qu'on appliquait sur nous. Donc, merci pour ce que vous faites, ces témoignages qui, moi, m'ont aidé à surnager, et c'est probablement ce qu'il faut continuer à faire. Et je laisserai le mot de la fin pour Audrey, que tu connais très bien. Quel est ton mot de la fin? Alors, le mot de la fin, ça va être le combat continue.
Et je tenais juste à faire une petite précision. Je trouve que cette image qu'Hugues apporte en disant que les TOC, c'est le cancer de la pensée, je le trouve très parlant. Et c'est vrai que si on avait ce mot réel sur la maladie, plus de personnes le prendraient au sérieux. C'est vrai. Merci en tout cas. Ouais, ben merci Stéphanie, merci Hugues. Merci à tous, à toutes.